Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Thomas Porte. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes militant communiste, vous êtes aussi syndicaliste de la CGT. On vous avait reçu il y a peu de temps, je crois, pour les mobilisations contre la réforme de la SNCF. Ça va faire 3 mois que la mobilisation a démarré chez les Gilets jaunes. C'est quoi votre regard aujourd'hui sur les Gilets jaunes ? Je crois que c'est un regard positif puisqu'il y a des gens qui se mobilisent pour des questions de justice fiscale, d'environnement, de services publics, d'égalité face à l'impôt. C'est des revendications que la CGT a portées depuis de nombreuses années. Et de voir des citoyens qui se mobilisent pour une autre répartition des richesses, parce que c'est bien ça qui est sur la table, je crois que c'est extrêmement positif. Il y a de tout dans ce mouvement, c'est ce que nous avons dit dès le début. Mais nous, on est extrêmement satisfaits de voir que des gens se mobilisent sur des questions de pouvoir d'achat, voilà, d'égalité face à l'impôt, pour une autre société, d'autres services publics et le droit de vivre dignement. C'est une réalité et aujourd'hui, il faut faire avec. Vous dites qu'il y a certaines revendications qui sont celles aussi de la CGT, d'autres, beaucoup d'ailleurs, sont celles de la gauche, des partis traditionnels de la gauche. Et pourtant, il n'y a pas on ne voit pas de véritable convergence avec ni les syndicats ni les formations politiques. C'est quand même deux mondes différents, visiblement. Oui, c'est deux mondes différents, puisque celles et ceux qui se mobilisent depuis maintenant 3 mois n'étaient pas dans les mobilisations sociales que nous connaissons traditionnellement depuis plusieurs années. Ils ont aujourd'hui décidé de sortir dans la rue, c'est une bonne chose. Et on s'est aussi heurté dès le départ à des gens qui ne voulaient ni syndicats ni politique. Donc le discours a évolué et aujourd'hui on voit qu'il y a des convergences. À Toulouse, par exemple, une assemblée générale Gilets jaunes CGT a eu lieu avec 200 personnes et a débouché sur des actions communes. Donc la CGT appelle à la grève le 5 février sur les questions de pouvoir d'achat, de contrôle des aides publiques, de justice sociale et fiscale, qui sont les revendications qui sont portées depuis plusieurs semaines. Donc on voit que c'est en train de bouger dans le pays, mais effectivement ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, il faut que tout se mette en mouvement. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, il y a les moyens de faire des choses ensemble, sans parler de récupération, mais de faire de la co-construction, je dirais, avec les Gilets jaunes. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de le porter à la CGT. Ça veut dire qu'au-delà d'une échelle locale, à certains endroits en France, la rencontre Gilets jaunes et des syndicats est encore possible ? Oui, je crois qu'elle est encore possible et elle est surtout souhaitable. Parce qu'il faut bien mesurer une chose. Se mobiliser massivement par des manifestations, c'est bien, mais si on veut faire plier le gouvernement et imposer d'autres choix de société, ça passera par des mobilisations et par la grève dans les entreprises. Et c'est pour ça que la CGT appelle les salariés à se mobiliser le 5 février et plus largement à discuter au soir du 5 février des suites à donner à ces mobilisations et pourquoi pas déboucher sur d'autres actions de grève. Ça, c'est les salariés qui sont souverains et qui vont le décider. Mais nous, on pense que si on veut peser dans le rapport de force, ça sera par la grève. Le fait que les Gilets jaunes, une grande partie des Gilets jaunes, vous l'avez dit, n'aient pas été mobilisés pendant les manifestations sur la loi travail ou sur la réforme de la SNCF, qu'est-ce que ça dit aussi de cette mobilisation et des motivations, des moteurs justement de cette mobilisation ? Je crois qu'on a tous fait le constat que ces gens-là n'étaient pas mobilisés au départ. Maintenant, c'est savoir ce qu'on en fait. Ça dit qu'on est arrivé à un point de rupture et ce sont des gens qui n'arrivent plus à vivre tout simplement et qui sont amenés à sortir dans la rue pour exprimer le besoin de manger, de se nourrir, de pouvoir se déplacer. Et il faut qu'on les accompagne. Et aussi, ce qu'on voit dans ces mobilisations, c'est qu'il y a beaucoup de salariés qui sont dans des petites entreprises. Un salarié qui est éclaté, fractionné, et qui ne voit pas les organisations syndicales et qui n'a pas la parole de la CGT au quotidien, comme on peut l'avoir traditionnellement à la SNCF, par exemple. Notre ambition, je dirais, notre devoir en tant que militant syndical, c'est d'aller à la rencontre de ces gens-là, de leur expliquer ce qu'est la CGT, ce qu'elle porte, ce qu'elle a amené aux salariés depuis plusieurs années, et d'expliquer que les mobilisations sociales, il faudra continuer après, bien après cette bataille des Gilets jaunes, puisque je crois que l'agenda social, on va l'évoquer après, va être très chargé. Et il faudra qu'il y ait des mobilisations d'ampleur qui rassemblent celles et ceux qui sont aujourd'hui sur les ronds-points, qui d'habitude ne se mobilisaient pas, et les militants syndicaux qui se battent depuis de nombreuses années pour une autre société. À quoi joue le président de la République lorsqu'il organise des débats avec les citoyens français, au-delà des Gilets jaunes, pour trouver des solutions? Les solutions qui sont qui sont en tout cas les demandes des Gilets jaunes, c'est des solutions que les syndicats devraient porter, la négociation des salaires notamment par exemple, la question de la sécurité professionnelle. À quoi il joue en allant directement vers le peuple? Je crois qu'il joue à ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire en enfumage, en essayant de faire une opération de communication. Et en réalité, Emmanuel Macron est rentré en campagne pour les élections européennes. Et ses discours, ils visent une chose, c'est-à-dire à beaucoup parler, beaucoup de paroles de la Macronie, pour détourner les revendications de celles et ceux qui se mobilisent. C'est pour ça que la CGT a une position très claire. Nous avons refusé de participer au débat national quand Emmanuel Macron a convoqué les organisations syndicales à l'Élysée, parce que nos revendications, elles sont connues, et on considérait que dans la lettre de cadrage, avec les 35 propositions, ça ne nous correspondait pas. Par contre, on appelle à investir massivement les débats dans les territoires, pour porter les revendications sur les cahiers de doléances, pour faire émerger toutes ces idées qui montent dans le pays. Et nous, on a une question à poser. Quelle garantie on a de transparence sur la restitution de ce débat et quelle garantie on a
que les idées majoritaires qui vont être portées dans les cahiers de doléances vont se traduire dans les actes politiques dans les semaines à venir. Donc on sera très attentif à ça et je crois que ce sera un grand moment de vérité du quinquennat. Si Emmanuel Macron ne traduit pas en actes politiques les exigences qui montent dans ce pays, et elles vont rester les mêmes. Je fais le pari que la justice fiscale, la justice sociale, la démocratie participative vont émerger dans les territoires et il faudra qu'elles aient une traduction politique. Sinon, ce sera vraiment l'échec du quinquennat. Mais à quel moment les syndicats, le patronat l'ensemble des organisations professionnelles et patronales se mettent autour de la table du gouvernement pour relancer les négociations? Est-ce que ça, c'est encore possible dans les semaines, dans les mois à venir, ou est-ce que justement l'agenda social, dont on parlait il y a un instant, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, sera le moment opportun justement pour revenir à la table de discussion? Je pense que oui, il faudra y revenir à la table des discussions, mais aujourd'hui on a une réalité, c'est que le gouvernement veut se passer des syndicats, et le grand épargné de la période, c'est quand même le MEDEF et le patronat. Les Gilets jaunes se mobilisent depuis plusieurs semaines contre les politiques gouvernementales, et ils ont raison de le faire, mais on n'entend aucune critique sur le patronat, qui aujourd'hui est le véritable, celui qui dirige les politiques du pays, qui souffle à l'oreille d'Emmanuel Macron pour lui dire de prendre telles orientations. On a vu avec la question des chômeurs. Un décret qui est sorti en catimini le 30 décembre, qui est insupportable, qui accélère le contrôle des chômeurs, qui veut les stigmatiser. Et on a le président de la République qui vient parler à Souillac et qui dit ces personnes-là préfèrent travailler 3-4 mois et après vivre de combine. Je crois que si le président veut s'attaquer aux combines, il n'a qu'à s'attaquer à l'évasion fiscale. On a vu le rapport qui a été publié hier par Attaque, où on voit que les multinationales payent 6% de moins d'impôts entre 2010 et 2017. On a vu que la filiale d'assurance de Renault, qui est basée à Malte, a réalisé 107 millions de chiffre d'affaires avec un salarié. Voilà des combines auxquelles il faut s'attaquer. Je crois que le problème, ce n'est pas les chômeurs dans ce pays. Les gens veulent travailler, ils subissent le fait de ne pas avoir d'emploi et d'autres choix doivent être sur la table. Et les Gilets jaunes et les organisations syndicales posent ces choix, je crois, toutes les deux. Alors, il y a une autre caractéristique aussi qui est propre à celle des Gilets jaunes, c'est les violences à l'égard des manifestants. Elles ont toujours existé. Vous en avez connu en tant que militant syndical, mais aujourd'hui elles sont sans précédent. Il y a une dérive sécuritaire du gouvernement. On a banalisé la violence policière, vous diriez ça? Oui, je crois qu'on a banalisé la violence policière. Depuis le début de la mobilisation, je lisais encore un article ce matin, je crois qu'il y a une douzaine de personnes qui ont perdu un œil, il y a eu 2 ou 3 mains arrachées, on a des tirs tendus à hauteur de tête. Je crois que la dérive sécuritaire de l'État, elle est extrêmement importante, il faut la combattre et la dénoncer. Je vois que toutes les forces de gauche ont signé des tribunes communes pour demander l'interdiction par exemple des flashballs, ce qui est une bonne chose. Mais la loi sécuritaire qui a été mise sur la table par Christophe Castaner, qui en réalité est un copier-coller de celle qu'avait proposée la droite sénatoriale déjà en 2018, qui s'inspire du hooliganisme, est insupportable. Quand on est militant politique, syndical, qu'on manifeste, on n'est pas un hooligan, c'est pas la même chose. Et ficher les manifestants pour leurs opinions et leurs raisons politiques, aucun gouvernement français ne l'a fait depuis Pierre Laval en 1942. Voilà la réalité dans laquelle s'enfonce le gouvernement. Je crois que c'est aussi symbolique de l'échec de la Macronie, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à convaincre les gens. Le seul moyen de maintenir la contestation populaire, c'est pas la force. Et je crois qu'il faut le saluer, les Gilets jaunes ont répondu d'une manière exemplaire. Depuis 2 samedis consécutifs, il n'y a eu quasiment aucune violence, ce qui prouve que la mobilisation est très largement pacifique, ce que nous avions dit depuis le début. J'ai une dernière question, Thomas Porte, vous l'avez évoqué, il y a des initiatives communes de toute la gauche, effectivement des tribunes pour en appeler, pour dénoncer justement ces dérives sécuritaires. Et pourtant, alors qu'elles devraient sortir renforcées de cette séquence de crise sociale intense, la gauche sociale, la gauche politique, elle semble être la grande perdante de cette période, contrairement à l'extrême droite. Comment vous vous expliquez, comment vous l'analysez? Effectivement, il y a quelque chose d'assez paradoxal, puisqu'on voit que les revendications qui montent sont des revendications de progrès social, de justice sociale, d'une autre société basée sur le partage, sur l'échange, sur la solidarité. Et on voit dans les sondages que c'est l'extrême droite qui pourrait faire main basse sur ces voies-là aux élections européennes. Je crois que c'est aussi le paysage de la gauche qui est désespérant, qui n'offre pas de perspective, puisqu'il n'y a pas de rassemblement en vue des futures échéances électorales, notamment les européennes. Donc je crois qu'il faut que cette gauche-là, elle se rassemble. Le Parti communiste français, Yann Brossat et Fabien Roussel ont continué à porter le rassemblement, ils continuent à le porter. Il va falloir se mettre autour de la table et discuter très sérieusement. Puisque si les gens considèrent que les élections européennes, parfois c'est éloigné, ça ne va pas toucher leur quotidien. Moi, je peux dire qu'en tant que militant syndical et cheminot, j'ai mesuré l'importance des parlementaires européens, et notamment à ma camarade Marie-Pierre Vieux, qui a été une formidable porte-voix des luttes des cheminots au Parlement européen. Si on veut demain créer de l'espoir et imposer d'autres choix, y compris au niveau européen, nous aurons besoin des députés de gauche progressistes qui portent la voix de celles et ceux qui luttent dans les territoires. Mais les communistes sont prêts à remettre en cause leur tête de liste, par exemple, pour pouvoir avancer vers des convergences ou vers des fusions de listes ou des accords de liste avec les autres formations politiques? Les communistes n'ont pas désigné de tête de liste. Ils ont désigné un chef de file aux élections européennes, Yann Brossat, qui a depuis le début porté la question du rassemblement, qui continue à la porter et nous la porterons jusqu'au dernier moment parce que nous pensons que c'est la meilleure réponse
pour éviter que demain le Parlement européen bascule à l'extrême droite. Et si les salariés ne veulent pas se retrouver dans le pays avec une situation comme en Autriche, où on impose la semaine entre 40 et 60 heures avec des heures supplémentaires, fait au choix du patronat et payable 3 ans après, il va falloir des députés et une majorité progressiste au Parlement européen. Merci beaucoup Thomas Porte. Avec plaisir.